Dépêchez-vous! Oh non! Il faisait si sombre, la fumée était si noire et épaisse que je ne pouvais plus respirer. J'étais à bout de souffle. S'il vous plaît! Paul Verheiden lutte pour survivre dans un avion en flammes. J'étais dans l'équipe chargée de l'enquête. C'était horrible. L'épave était éparpillée sur une vaste zone. L'avion file le long de la piste, mais il n'arrive pas à décoller. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer ce qui a causé la perte du vol Delta Airlines 1141. C'est tout? Ce ne sera pas simple. Ce FDR est trop vieux. C'est difficile quand on n'a pas beaucoup de paramètres à exploiter. Cela exigera perspicacité, expertise et détermination. Il fallait continuer à chercher. Une nouvelle journée chargée commence à Dallas-Fort Worth International, le troisième aéroport le plus fréquenté des États-Unis. American 1056, piste 18 gauche, autorisé décollage. Ici, les contrôleurs supervisent plus de 670 000 décollages et atterrissages par an. « 1141, on va vous pousser. Prévenez-moi quand vous serez prêt pour le roulage. » Allez. On lâche les freins et on recule. Ça marche. Les pilotes du vol Delta Airlines 1141 ont commencé leur journée à Jackson, dans le Mississippi. Après une brève escale à Dallas, ils s'apprêtent à faire redécoller leur Boeing 727 vers Salt Lake City, dans l'Utah. Le commandant de bord, Larry Davis, est pilote chez Delta Airlines depuis 23 ans. J'ai oublié de passer prendre mon chèque. T'as eu le tien? Ouais, je l'ai. Le copilote Wilson Kirkland travaille pour la compagnie depuis 9 ans. Larry et Wilson se connaissaient très bien et s'entendaient à merveille. Il faut aussi que je regarde mon emploi du temps de la semaine. Excusez-moi. Puis-je avoir un café? Il faudra attendre d'être en vol. L'architecte Paul Verheiden part en déplacement professionnel dans l'Utah. J'avais un chantier tout près de Salt Lake City. Je devais y aller pour faire des études de terrain et prendre des mesures. C'était un voyage de routine. Autorisé à démarrer. Balise. Activé. Frein. Desserré. 2,7 bars. Le troisième membre d'équipage est le dernier entré chez Delta Airlines. Pression d'huile en hausse. Le mécanicien navigant Steven Judd. Vanne fermée. 2,7 bars. Le mécanicien suit la procédure de démarrage qui est un peu compliquée. Il est dans ses interrupteurs et ses instruments. Vanne de démarrage ouverte. Pression d'huile en hausse. Vanne fermée. 2,7 bars. Frein serré. Bon voyage. Inséré. Merci. Alors que les hôtesses commencent à sécuriser la cabine, l'avancée du 727 le long de la voie de circulation est interrompue. Delta 1141, tournez à droite et maintenez avant l'entrée de piste. Bien reçu, 1141. Il doit laisser passer d'autres avions. J'espère qu'on va décoller avant la tombée de la nuit.
On moisit sur l'aire de trafic sud. C'était Delta 1141. On pourrait peut-être couper le moteur numéro 3 pour économiser quelques milliers de dollars. L'extinction d'un des 3 moteurs du 727 va économiser du carburant pendant l'attente. Demande-lui de nous laisser 2 minutes pour redémarrer. D'accord. J'aurais dû prendre plus de lecture. J'aurais tout fini avant qu'on décolle. Il est très fréquent de se retrouver bloqué sur une voie de circulation pendant longtemps. On patiente souvent 10, 20 ou 30 minutes. Surtout en période d'affluence dans les grands aéroports où les avions doivent décoller au même moment. Dixie Dunn, hôtesse de l'air expérimentée, a plus de 30 ans de métier. Bonjour messieurs, comment ça va? On va aller là-bas tout au bout. Et quand tous ces avions auront décollé, on pourra y aller à notre tour. C'est quoi ces oiseaux? Des aigrettes, quelque chose comme ça. Ah bon? Je crois. Des cousines de celles qu'on voit à la mer. « 1141, roulez jusqu'à taxiway 21 et maintenez avant 19. » Bien reçu, 1141. Enfin autorisé à rouler, le 727 va devoir rejoindre une longue file d'avions qui attendent pour décoller. Bon, de quoi on va parler maintenant? On n'a qu'à parler des rendez-vous galants de nos hôtesses. Comme ça, ce sera dans la boîte noire si on s'écrase. Il faut bien qu'on laisse une trace de nos voix pour nos femmes et nos enfants. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes les 4e dans la file d'attente. Chères hôtesses, préparez la cabine s'il vous plaît. Nous sommes prêts. Merci. On peut redémarrer. 2,7 bars. Moteur 3. Vanne de démarrage ouverte. Afin de préparer le décollage, les pilotes redémarrent le 3e moteur. Alors que le contrôleur aérien jongle entre les nombreux vols dont il a la charge ce matin-là, il repère une occasion de faire gagner du temps au vol Delta 1141. 1141, roulez et maintenez avant 18 gauche. Bien reçu, maintenons avant 18 gauche. C'est un changement de programme inespéré. Au lieu d'attendre que 3 autres avions décollent, le vol Delta 1141 est autorisé à les doubler et à prendre la tête de la file. Harnais d'épaule. Attaché. Volet. 15-15, voyant vert. Commande de vol. Vérifié. Instruments. Réglé. Briefing décollage. Terminé. Enfin. Delta 1141, autorisé décollage, piste 18 gauche. Prêt à décoller, Delta 1141. Puissance réglée, les paramètres sont normaux. Le vol Delta 1141 peut enfin s'élancer sur la piste. Avant le décollage, tout était normal. Je ne me souviens pas de quoi que ce soit d'inhabituel. La vitesse augmente des deux côtés. Le plus dur quand on est pilote de ligne, 80 nœuds. ce sont les 5 secondes qui précèdent la vitesse de décision. La tension est alors à son comble. VR. V2. Il y a un problème. Défaillance moteur. Après avoir quitté le sol, l'avion est redescendu. Ensuite, il est remonté. Et il y a eu un gros boom. Il a penché à droite et à gauche. On ne va pas y arriver. Blindage. Le commandant Davis et le copilote Kirkland luttent pour faire décoller l'avion.
Et après, il a chuté. Il a heurté le sol. On a été secoués, tout volait dans tous les sens. Les gens hurlaient. Puis ça s'est arrêté. Je me suis dit, on s'est écrasé. 108 personnes essaient désespérément de s'extraire de l'avion qui commence à être envahi par la fumée et les flammes. Tous les occupants du vol Delta 1141, y compris les pilotes et l'équipage, ont survécu à un crash au décollage à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Mais à présent, ils luttent pour survivre dans la cabine en feu. Il y avait plein de monde dans l'allée. La cabine se remplissait de fumée et je voyais des flammes à travers le hublot. Je me suis dit, je ne pourrais peut-être pas sortir avec tout ce monde. Dépêchez-vous! Oh non! Je sentais le dos des gens et ils avançaient. Alors je les suivais. Oh sang! C'est horrible! Il faisait si sombre. La fumée était si noire et épaisse que je ne pouvais plus respirer. J'étais à bout de souffle. Une image me revenait sans cesse à l'esprit. Celle de ma femme et de mes 2 enfants. Et c'est tout. S'il vous plaît. Soudain, la fumée s'est dissipée et j'ai aperçu le ciel. On était à la porte. Les secours de l'aéroport sont sur le site du crash en moins de 5 minutes, suivis de près par les journalistes. Je me suis retourné et j'ai vu des hôtesses ensanglantées avec des vêtements en lambeaux. Pendant ce temps, l'avion brûlait. Avec les pilotes, Paul Verheiden est l'une des 94 personnes qui sont sorties vives de près par les journalistes. Ça m'a fait prendre conscience du fait que la vie est fragile. Personne ne sait vraiment ce qui peut arriver. Les enquêteurs du NTSB, le Bureau de la sécurité des transports, sont rapidement sur place. La première chose qu'on remarque, c'est l'odeur. C'est ce qu'il y a de plus frappant. L'expert Jim Cash est l'un des premiers enquêteurs à arriver à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. L'épave fumait encore. Je n'étais jamais arrivé si tôt après un accident. J'étais dans l'équipe chargée de l'enquête. On m'a demandé de me rendre sur place. C'était horrible. L'épave était éparpillée sur une vaste zone. Les enquêteurs commencent à examiner les restes calcinés du Boeing 727. Ils doivent comprendre pourquoi il n'a pas réussi à décoller. La piste est longue et le temps n'était pas mauvais ce jour-là. Il n'y avait pas de raison qu'il n'arrive pas à décoller. C'est donc qu'il y avait eu un problème avec l'avion ou sa configuration. On avance. En quelques heures, les boîtes noires sont retrouvées et envoyées dans un laboratoire du NTSB. Envoyez-les vite à Washington. L'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique sont des éléments cruciaux. Ils fournissent des indices nécessaires aux enquêteurs pour reconstituer le puzzle et comprendre ce qui s'est passé. Après avoir envoyé les boîtes noires pour analyse, les enquêteurs continuent à chercher des indices sur le site du crash.
On a tenu à parcourir les lieux pour voir s'il y avait des éléments pouvant nous aider à comprendre ce qui s'était passé. Viens voir ça. C'est l'arrière de l'aile. Il est très abîmé. Prenez des photos. On dirait que le patin a heurté le sol. De la peinture? Ça vient de la piste? En plus d'une section d'aile éraflée, il découvre que le patin de queue a également été endommagé. Sur le Boeing 727, il y a un patin de queue à l'extrémité arrière du fuselage. C'est un petit sabot métallique qui est placé sous la queue de l'appareil. Si jamais il se cabre trop en décollant, cette pièce heurte le sol en premier pour protéger le fuselage. Voyons où ça a touché. Ce qui nous intéressait avant tout, c'était ce qui s'était passé avant que l'avion ne s'immobilise. Bingo. C'est le premier impact avec le patin. Marqué et mesuré. La géométrie du 727 fait qu'il peut se cabrer sans que le patin de queue ne touche le sol jusqu'à un angle d'environ 10 degrés. En voyant cette marque, on a donc su que l'avion était cabré de 10 degrés à cet endroit de la piste. C'est une découverte étonnante. Un angle de 10 degrés permet normalement à un 727 de décoller en toute sécurité. Pourquoi n'y est-il pas arrivé? On dirait que ça colle. Le bout de l'aile. Et le feu de navigation. Deuxième impact. On a trouvé l'endroit où l'extrémité de l'aile droite avait touché la piste. Elle avait laissé une belle traînée d'aluminium sur le tarmac. On en a conclu qu'il y avait un problème avec l'attitude de l'avion. Prenons quelques mesures. Il faut rouvrir la piste. On a su qu'il était difficilement contrôlable à cet instant. Bon alors. L'avion file le long de la piste. Mais il n'arrive pas à décoller. Sa queue heurte le sol, puis c'est au tour de son aile droite. En attendant que tous les morceaux de l'épave soient récupérés, les enquêteurs essaient d'éliminer un maximum d'hypothèses quant aux causes possibles du décollage raté. Combien pesait l'avion? Une des étapes essentielles avant le départ d'un avion est de calculer son poids. Si les calculs sont faux à 1 tonne près, l'avion pourrait être capable de se cabrer, mais pas de décoller. Son poids était de 71 524 kilos, bien en dessous de la limite. Des documents indiquent que le vol 1141 était plus de 8 tonnes en dessous de sa masse maximale au décollage, bien en deçà des limites de la piste de Dallas. Si le problème n'était pas le poids, peut-être que le carburant était mal réparti. Regardons les fiches carburant. Le Boeing 727 est équipé de 3 réservoirs de carburant. En choisissant de quelle façon le kérosène est consommé pendant le vol, le pilote peut équilibrer l'avion correctement. Selon la première information qu'ont eu nos collègues, il y avait peut-être eu un déséquilibre. Les chiffres du ravitaillement n'étaient pas très clairs. Si le ravitaillement a été mal effectué, le 727 a pu être dangereusement déséquilibré au décollage. Un excédent de carburant dans l'aile droite pourrait expliquer qu'elle ait touché la piste, comme on l'a constaté après l'accident. Alors on a consulté les registres de ravitaillement pour connaître la quantité de carburant transféré. Les enquêteurs font le calcul. Ça donne quoi? RAS. Pas de déséquilibre entre les réservoirs. Et ils ne trouvent rien d'anormal.
Le poids et l'équilibre étaient corrects. Ils n'ont pas contribué à l'accident. C'est une nouvelle impasse. Les enquêteurs aériens tentent de déterminer pourquoi le vol Delta Airlines 1141 s'est écrasé au décollage à Dallas. Il y avait beaucoup de trafic à Dallas-Fort Worth. Ça pourrait être un tourbillon marginal. Les tourbillons marginaux sont des spirales d'air qui s'écoulent de la pointe des ailes d'un avion. Plus l'avion est lourd, plus les tourbillons sont gros. Ces mini-tornades sont parfois assez puissantes pour représenter une menace invisible pour les autres avions. Un avion peut avoir un accident au décollage, comme le vol 1141, s'il est derrière un autre avion et s'il rencontre ces tourbillons marginaux. Cela peut le déséquilibrer. L'avion qui précédait le vol Delta 1141 a-t-il généré des turbulences dangereuses? Le vol 1141 a-t-il été autorisé à décoller trop tôt, suivant de trop près l'avion précédent? Les registres du contrôle aérien indiquent que l'appareil en question était le vol Delta Airlines 1486, un autre Boeing 727. Ils sont autorisés à décoller à 8h59 et 17 secondes. On a calculé l'emplacement probable des tourbillons marginaux des avions qui étaient les plus proches de l'appareil accidenté. À cet instant, l'autre avion de Delta Airlines avait décollé et il avait déjà 7000 pieds d'avance. Les enquêteurs savent que l'administration fédérale de l'aviation impose un écart minimal de 6000 pieds entre deux avions. On a découvert que même si les turbulences étaient restées aussi fortes que possible et qu'elles s'étaient rapprochées au plus près du vol suivant, elles seraient malgré tout restées à une distance importante de l'avion accidenté. L'écart était largement suffisant. C'était pas les turbulences. On a déterminé que les turbulences n'avaient aucun lien avec le crash. Excédent de poids, déséquilibre dû à une mauvaise répartition du carburant et tourbillons marginaux sont rayés de la liste des causes possibles de l'accident. Le décollage raté du vol 1141 demeure un mystère. Regarde cette photo. On dirait que les volets n'étaient pas déployés. Tous les avions de ligne doivent avoir les volets déployés au décollage. Sans les volets, les ailes ne peuvent pas produire assez de portance pour soulever l'avion. Il fallait continuer à chercher. Les enquêteurs disposent enfin de données essentielles. Les transcriptions de l'enregistreur de paramètres du Boeing 727. Ils espèrent qu'elles confirmeront leurs soupçons que les volets n'étaient pas sortis au décollage. C'est tout? Mais en parcourant les chiffres, ils s'aperçoivent rapidement que les données dont ils ont besoin sont absentes. Ce FDR est trop vieux. L'enregistreur de paramètres est un ancien modèle, un Lockheed 109D. Il mémorise très peu d'informations. C'est un appareil rudimentaire qui n'enregistre que les principaux paramètres de vol. La vitesse, l'altitude, le cap et les paramètres de base des moteurs. Aucune information sur les volets. Les données disponibles ne permettent pas aux enquêteurs d'étayer leur seule théorie plausible. C'est difficile quand on n'a pas beaucoup de paramètres à exploiter. Il faut qu'on parle au pilote. Les entretiens sur les facteurs humains quand on a la chance d'avoir des pilotes ayant survécu à un accident grave permettent parfois d'obtenir des informations plus parlantes que celles qui sont dans les boîtes noires.
Les enquêteurs rencontrent le commandant de bord Larry Davis et son avocat, ainsi qu'un représentant du syndicat des pilotes. Merci à tous d'être venus. En tant qu'employé de Delta Airlines, j'étais terriblement gêné qu'on ait déçu les voyageurs avec cet accident. Alors j'imagine ce que les pilotes du vol 1141 ont dû ressentir. Ça devait être horrible. Bien. Tout le monde est prêt? Essayons de comprendre cette affaire. Le rôle du représentant syndical consiste entre autres à défendre les pilotes contre les accusations injustes. Commandant Davis, dites-moi ce qui s'est passé. Dans les années 80, l'ALPA, l'Association internationale des pilotes de ligne, avait vu beaucoup d'enquêtes conclure rapidement à la responsabilité des pilotes. Pourquoi rejeter la faute sur le pilote? C'est très simple. Nous sommes des lampistes idéaux. S'il s'avérait qu'un moteur ou qu'une cellule était en cause, des compagnies aériennes et des constructeurs aéronautiques risqueraient la faillite. Les pertes se chiffreraient en milliards. Accuser un pilote, il est renvoyé et l'affaire est classée. On attendait depuis un certain temps que le contrôleur aérien nous donne l'autorisation de rouler. J'espère qu'on va décoller avant la tombée de la nuit. On moisit sur l'aire de trafic sud. C'était Delta 1141. Les enquêteurs veulent obtenir un maximum de détails du commandant de bord, notamment ses souvenirs au sujet des volets. Beaucoup d'avions attendaient pour décoller. Il fallait à la fois se dépêcher et patienter. Est-ce que vous vous rappelez avoir sorti les volets? Bien sûr. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous revient à l'esprit? Oui, un détail. Quand le train principal a quitté le sol, j'ai entendu 2 explosions. Dès que le commandant de bord du vol Delta 1141 révèle avoir entendu des explosions au décollage, l'enquête prend une nouvelle tournure. Des explosions? Oui. On aurait dit qu'il y avait une inversion de poussée. Les inverseurs de poussée sont des dispositifs déployés à l'atterrissage pour ralentir l'avion. L'activation d'un inverseur au décollage peut avoir des conséquences catastrophiques. Ça empêche l'avion de voler. Il sautille le long de la piste et finit par s'écraser parce qu'il décroche. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Il est déjà arrivé que des inverseurs de poussée défectueux se déploient intempestivement. C'est pourquoi nous n'excluons jamais cette possibilité. Les enquêteurs suivent une nouvelle piste. Un inverseur de poussée défectueux aurait pu causer la perte de l'avion. Montre-moi cet inverseur. Ils ont maintenant besoin d'éléments concrets pour confirmer ou infirmer cette théorie. On a pu inspecter les inverseurs de poussée sur l'épave après l'accident. On a examiné les mécanismes sous tous les angles pour savoir dans quelle position ils étaient à l'instant du crash. Ce qu'ils découvrent ne laisse pas de place au doute. Rentrez. Ils étaient rentrés dans leur position normale. Ils n'avaient pas pu être déployés puis remis en place par l'impact. C'était totalement exclu. Le commandant Davis a dû se méprendre sur le bruit qu'il a entendu au décollage. Les inverseurs de poussée n'ont aucun lien avec l'accident. Et s'il se trompait?
Peut-être qu'en fait, ils n'ont pas sorti les volets. Les volets figurent toujours sur la liste des suspects. Allons écouter cet enregistrement. Les indices relevés sur l'épave laissent penser que l'avion a peut-être été mal configuré pour le décollage. Tu es prêt? Mais l'enregistrement contient-il des éléments confirmant cette hypothèse? J'ai oublié de passer prendre mon chèque. Tu le tiens? Ouais, je l'ai. Ils devraient se concentrer sur le vol, pas sur leur paye. En écoutant les bandes de l'enregistreur phonique, on a découvert des conversations sans rapport avec le vol pendant la longue phase de roulage. J'espère qu'on va décoller avant la tombée de la nuit. On moisit sur l'aire de trafic sud. C'était Delta 1141. La discussion est décontractée. Les enquêteurs sont surpris de l'entendre se poursuivre. Bonjour messieurs, comment ça va? C'est l'hôtesse. Qu'est-ce qu'elle fait dans le cockpit? C'est quoi ces oiseaux? Des aigrettes ou quelque chose comme ça. Ah bon? Je crois. Les cousines de celles qu'on voit à la mer. Ils sont dans le cockpit et ils parlent d'oiseaux? Les pilotes ne sont pas autorisés à avoir des conversations non pertinentes avant d'être à 10 000 pieds d'altitude. Dans cette affaire, on a été stupéfait par le manque de discipline dans le cockpit pendant la phase de roulage, avant le décollage. Comme ça, ce sera dans la boîte noire si on s'écrase. Il faut bien qu'on laisse une trace de nos voix pour nos femmes et nos enfants. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes les 4e dans la file d'attente. Chères hôtesses, préparez la cabine s'il vous plaît. Nous sommes prêts. Merci. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont rien entendu sur la configuration des volets. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. On peut redémarrer. Moteur 3. Vanne de démarrage ouverte. 1141, roulez et maintenez avant 18 gauche. Bien reçu. Maintenons avant 18 gauche. Arrête la bande. C'est à ce moment que le contrôleur les fait passer en tête. Et ils viennent de redémarrer le moteur. Ils doivent se dépêcher de décoller. En à peu près 90 secondes, ils ont dû redémarrer le moteur, finir la checklist roulage, faire la checklist avant décollage, puis décoller. Il ne fallait pas traîner. Vas-y. Les pilotes étaient-ils pris par le temps au point d'oublier une étape cruciale de leur checklist, le déploiement des volets? Les enquêteurs ont besoin de savoir si les pilotes du vol Delta 1141 ont oublié un point essentiel de leur checklist avant décollage. Harnais d'épaule. Attaché. Volet. 15-15, voyant vert. Stop. C'est parfaitement clair. Volet sorti à 15 degrés pour le décollage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés un peu vite à ce moment-là. On a attribué leur empressement à la présence de l'hôtesse dans le cockpit et aux conversations qu'ils tenaient. Ils ont lu toutes les étapes de la checklist d'une seule traite. Une fois de plus, la théorie des volets rentrés est remise en question. Mais les enquêteurs ont peut-être un moyen d'éclaircir ce mystère une bonne fois pour toutes. Inspectons les vérins à vis. Ah, parfait. La pièce appelée vérin à vis fait partie intégrante du mécanisme des surfaces mobiles. En tournant, sa vis sans fin fait avancer un écrou qui déploie ou rétracte les volets. On aime bien cette pièce car elle bouge rarement à l'impact. Si on veut déterminer la position des volets, on mesure le vérin à vis. Si les volets avaient été sortis, cet écrou serait ici. Si on le retrouve, on peut connaître la position des volets au décollage. C'est réglé. Ces volets n'ont jamais été déployés. Tout ce qu'on a examiné sur les volets, les mécanismes et le reste, nous a indiqué qu'ils étaient tous rétractés lors de l'impact. C'est la preuve irréfutable que les enquêteurs attendaient. Les volets n'ont pas été déployés avant le décollage. Mais cette découverte soulève une autre question. Pourquoi les pilotes pensaient le contraire? Revenons au début de la checklist avant décollage. L'équipe réécoute l'enregistrement, espérant trouver un indice qui pourrait expliquer cette confusion.
Harnais d'épaule. Attaché. Volet. 15-15, voyant vert. Commande de vol. Vérifié. Instrument. Réglé. Briefing décollage. Terminé. C'était rapide. Harnais d'épaule. Attaché. Volet. 15-15, voyant vert. Attends. Il vérifie ou il ne fait que répondre? Quand des pilotes suivent une checklist et qu'on les entend sur l'enregistrement, on ignore le plus souvent s'ils se contentent de confirmer un réglage qui a déjà été fait ou s'ils actionnent réellement le levier de commande des volets, par exemple, pour le mettre dans la position requise. Volet. 15-15, voyant vert. Il s'écoule moins d'une seconde entre la question et la réponse. Et il n'a pas eu le temps de vérifier que les volets étaient sortis. Impossible. L'immédiateté de la réponse du copilote est un indice important. Il aurait été très difficile de faire passer le levier de commande des volets de 0 à 15 degrés aussi rapidement. Les enquêteurs sont convaincus que malgré sa réponse, le copilote n'a pas eu le temps de déployer les volets, ni même de vérifier qu'ils étaient sortis. Volet. 15-15, voyant vert. Mais on n'a pas entendu le levier de commande bouger. Je ne sais pas ce que faisait le copilote quand le mécanicien navigant lui a demandé la position des volets. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas donné la bonne réponse. Il faut être totalement concentré sur la tâche en cours. Si on fait la checklist tout en tenant d'autres conversations sans rapport avec le pilotage de l'avion, on peut facilement se laisser distraire et sauter des étapes. Le mystère des volets est enfin résolu. À cause d'une checklist précipitée, les pilotes ont cru que l'avion était prêt pour le décollage, alors que c'était loin d'être le cas. Ils n'étaient sans doute pas conscients de cet oubli. Ce n'était pas intentionnel, c'est sûr. Ils ont simplement oublié. Aux yeux des enquêteurs, il reste encore une question cruciale. L'alarme se serait déclenchée. Le Boeing 727 est équipé d'un système d'alarme au décollage spécialement conçu pour prévenir les accidents comme celui qui a fait 14 morts et des dizaines de blessés à Dallas. Si vous appliquez la poussée de décollage sans avoir mis les volets en position de décollage, une alarme retentit. On n'entend pas d'alarme sur l'enregistrement. Elle aurait dû sonner sans arrêt. On n'a pas entendu l'alarme au décollage. Ça les aurait sauvés. Pourquoi elle n'a pas sonné? On en a conclu qu'il y avait sans doute eu un dysfonctionnement du système d'alarme au décollage. Le NTSB veut savoir pourquoi un système d'alarme au décollage d'une importance vitale n'a pas fonctionné sur le vol 1141. Voyons ce qui se passe. Les enquêteurs espèrent trouver la réponse en testant la console qui abrite le mécanisme de l'alarme. Ils se concentrent sur les composants électroniques conçus pour déclencher le signal sonore. Allons-y. Quand on pousse la manette des gaz, il y a un petit interrupteur qui est censé activer le haut-parleur de l'alarme au décollage. Faisons un deuxième essai. J'y vais. Ça ne marche pas à tous les coups. Comment ça se fait? Plusieurs tests montrent que ce mécanisme censé être infaillible ne fonctionne que par intermittence et n'est en fait pas fiable. Si l'alarme au décollage ne fonctionne pas, c'est un gros problème. Elle a justement été conçue pour éviter des accidents catastrophiques. Regarde. Les enquêteurs trouvent la cause de la défaillance sur les bornes du mécanisme de l'alarme. La corrosion. Tu as vu? On a déterminé que c'était l'interrupteur du bloc de manette des gaz. Quand on poussait le levier, il n'activait pas le système correctement. Si ce bouton bouge, l'alarme ne sonne pas. L'interrupteur défectueux a empêché l'alarme de sonner. C'est une défaillance technique qui se produit très rarement. Mais malheureusement, ils avaient besoin de l'alarme ce jour-là.
Les enquêteurs savent enfin ce qui est arrivé au vol Delta Airlines 1141. Bon. Il est 8h58. Le vol 1141 est derrière 4 autres avions sur la voie de circulation. Les pilotes enfreignent les procédures pendant qu'ils attendent l'autorisation de rouler. Prêt à décoller, Delta 1141. Au lieu de régler les volets pour le décollage et de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire, ils se laissent distraire par une discussion. Il y a 3 autres avions devant eux. Ils reçoivent l'ordre de les doubler et d'aller jusqu'à la piste. Quand le contrôleur aérien les a autorisés à décoller, quelqu'un aurait dû dire « Un instant, on n'est pas prêt. Il faut nous laisser le temps de suivre la checklist. » Bien reçu. Maintenons avant 18 gauche. Ils doivent faire vite. Harnais d'épaule, attaché. D'après les enquêteurs, ils vont si vite. Relais, 15-15, voyant vert. Commande de vol, vérifié. Qu'ils oublient de s'assurer que leurs volets sont bien sortis. Il ne vaut mieux pas expédier une checklist quand il est vital de suivre méthodiquement chacune de ces étapes. Sinon, on a des problèmes en vol. À cause d'une défaillance du système d'alarme au décollage, les pilotes n'ont pas été alertés de leur erreur. L'alarme au décollage est une aide précieuse, mais ces systèmes ne se comportent pas toujours comme ils le devraient. C'est donc à l'équipage de s'assurer qu'il pilote l'avion de façon aussi méthodique et professionnelle que possible. Avec les volets rentrés, il est pratiquement impossible de décoller. 1 minute plus tard, à 9h exactement, l'avion s'écrase. À la suite du crash, le commandant de bord Larry Davis et le copilote Wilson Kirkland sont licenciés par Delta Airlines. Pour beaucoup des 94 survivants, dont Paul Verheiden, ce qui s'est passé à Dallas-Fort Worth ce jour-là demeure l'expérience la plus traumatisante de leur vie. Près de 30 ans après, j'ai toujours l'impression que c'est arrivé hier. Et je suis toujours aussi heureux d'avoir eu la chance de survivre à un accident comme celui-ci. Le NTSB conclut que le vol 1141 s'est écrasé en raison d'une erreur des pilotes conjuguée à une défaillance mécanique. Son rapport final demande un changement des procédures du poste de pilotage et recommande que chaque membre d'équipage confirme visuellement l'exécution de toutes les étapes de la checklist pour s'assurer qu'aucune n'est oubliée. Il demande également une enquête sur la fiabilité du système d'alarme au décollage sur tous les Boeing 727. La fiabilité des avions modernes résulte de ces accidents. Le rôle du NTSB est d'étudier les erreurs commises par le passé et de faire des recommandations pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Les leçons tirées de cet accident sur la discipline dans le cockpit, la qualité de l'entraînement et l'autorité du commandant de bord ont été positives. Elles ont permis de faire beaucoup de progrès sur le plan de la sécurité aérienne.